10h midi, Tendance première. C'est d'un espace inédit dont on vous parle dans notre séquence transition, un espace consacré à l'entrepreneuriat innovant. Ça s'appelle Transforma Bruxelles et on en parle avec Anis Beda qui est fondateur et gérant de ce lieu particulier. Bonjour Anis. Bonjour. L'entrepreneuriat innovant, c'est quoi pour vous ? C'est tout simplement tout ce qui se fait de nouveau, oui. À plusieurs niveaux. Donc ça peut être au niveau du... je vais commencer avec les mots en anglais compliqués. On vous pardonne d'avance et on essaiera de... Les business models, donc les modèles d'affaires. Ça peut être le modèle d'affaires lui-même, donc la façon avec laquelle on monte le projet qui est innovante. Par exemple... Airbnb, lorsque ça a été lancé, le modèle d'affaires n'existait pas avant que les gens pouvaient justement louer leur appartement et c'est devenu un concurrent direct des hôteliers, par exemple. Ça, c'est un modèle d'affaires innovant. Ça peut être au niveau du modèle d'affaires, ça peut être au niveau aussi de l'impact, par exemple. Ça, on encourage énormément ce genre de modèles d'affaires qui ont non seulement une logique économique, donc ils génèrent du profit, mais en même temps ils génèrent de l'impact sociétal positif et ils font attention à leur empreinte écologique, à la façon avec laquelle ils travaillent, avec laquelle ils traitent leurs employés, et ainsi de suite. Ça peut être aussi innovant au niveau technologique. Et là, on a ce qu'on appelle un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique qu'on a lancé avec la région de Bruxelles. Et donc là, on peut prototyper des objets, venir créer des objets. Donc ça peut aller du meuble jusqu'à l'objet connecté. Donc un objet qui communique avec d'autres objets, avec son téléphone par exemple. Ce qu'on appelle en anglais Internet of Things, c'est Internet des objets. Internet des objets, donc les objets connectés. Donc ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être au niveau du e-commerce. Ça peut être au niveau de la façon avec laquelle on travaille. Donc les nouveaux modes de travail et les nouveaux modes d'innovation. Donc c'est tout un monde. Et nous on a choisi de couvrir plusieurs niches qui va de la permaculture jusqu'à l'innovation technologique et la logistique. C'est ça. Vous ne vous êtes pas focalisé sur un secteur en particulier ou une catégorie d'entrepreneuriat particulière. Vous êtes resté large pour pouvoir justement aussi créer des liens et des connexions entre les gens évidemment qui vont venir chez vous. Juste une chose, c'est que dans tout ce que vous avez balayé, tout est hyper tendance aujourd'hui. Tous ces secteurs-là sont hyper tendance. Vous notez ça aussi dans les personnes que vous rencontrez qui viennent occasionnellement ou de manière plus permanente ? Tout à fait. Nous, on fait la distinction entre un monde émergent, qui fait justement, qui utilise tous ces buzzwords et toutes ces tendances très tendances, et un monde établi qui est un peu plus lent à amener vers cette dynamique-là. Et nous, notre but, en fait, c'est d'amener les deux dans notre terrain de jeu d'innovation. On se définit comme ça. Les amener tous les deux dans cet espace-là, dans cet univers-là, pour qu'ils puissent justement parler, collaborer et s'inspirer les uns des autres. Parce que le monde de l'entrepreneuriat innovant, le monde des startups est très rapide, mais très aussi fragile, alors que le monde établi, donc qui est fait de grosses entreprises, de PME, de une économie d'ONG traditionnelle. Exactement. Donc eux, ils ont les structures, ils ont la taille, ils ont les budgets, mais ils n'ont pas la vitesse et la rapidité, et ils sont parfois accablés par cette structure-là. Enfin, souvent en fait. Et donc on essaye un peu, nous, à travers que ce soit des rencontres, on dit rencontres organiques, donc naturelles, parce qu'ils sont venus dans un espace et ils se sont rencontrés autour d'un café, mais aussi on organise des programmes, on organise des ateliers, des conférences, ainsi de suite, justement pour servir les uns et les autres. Vous parliez aussi il y a un instant du fait de pouvoir allier aujourd'hui la possibilité de faire du profit tout en ayant un impact sur la société. Ça, c'est encore par contre une idée qu'il est difficile de faire admettre, même dans le chef de certains entrepreneurs. Ils doivent vite se rendre compte de cette nécessité-là, parce que maintenant ça devient politique. Dans le sens où on a vu avec les marches climat et ainsi de suite, ça va devenir de plus en plus insistant. C'est lorsque le consommateur
commence à demander ce genre de conscience dans la production, la façon avec laquelle on produit, dans le modèle d'affaires, dans le sens, ainsi de suite, que les entrepreneurs vont se rendre compte que... Les entrepreneurs, je parle... c'est surtout les grandes entreprises, en fait, qui doivent se rendre compte, parce que les petits entrepreneurs commencent à se mettre un peu au diapason. Ils vont commencer à se rendre compte que les consommateurs ne vont plus accepter, ou bien une bonne partie ne va plus accepter. Maintenant, c'est une niche qui commence à grandir. Pour utiliser un terme plutôt péjoratif, avant c'était les bobos qui faisaient attention à ci et à ça. Maintenant, on le voit autour de nous. Donc les supermarchés, par exemple, qui font que du bio, se multiplient. Et on le voit à plein de niveaux. Au niveau de la consommation alimentaire, au niveau du logement, par exemple, les habitats groupés qui commencent à être de plus en plus tendance, de nouveaux modèles d'affaires aussi au niveau du logement, par exemple avec les community land trusts, ainsi de suite. Il y a énormément de choses qui émergent dans notre vie de tous les jours, et petit à petit, ça va être une priorité pour le consommateur de se dire comment ce produit a été fait, où et quel est son impact. Dernièrement, il y a eu un backlash énorme par rapport à Deleuze, par exemple. Oui, avec le petit cadeau qui était suremballé. Exactement. Donc ça, pour moi, ce n'est que le début. Et donc, nous, ce qu'on veut en faire, en fait, parce qu'il y a deux extrêmes, quelque part. Il y a celui qui dit moi je produis, c'est pas important le comment, etc. Ce qui m'importe, c'est le coût. Et offrir le moins cher, c'est le plus important. Et puis, il y a l'autre qui fait de la durabilité une chapelle sacrée et qui s'enferme dans cette chapelle-là, par exemple. Nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre la durabilité et l'impact sociétal une normalité de tous les jours, dans l'activité de tous les jours. Quand on crée une entreprise ou un produit ou un service, on pense directement au pourquoi, au sens de ce qu'on fait, au comment on le fait, à qui, et ainsi de suite. Et donc, c'est comment amener cette nouvelle tendance et la rendre normale. C'est ça ce qu'on essaie de faire, en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui va s'adresser à un public qui soit conscientisé ou non par les changements de la société et va dire je vais faire du profit en ayant un impact sur la société aujourd'hui, on ne va pas le regarder gentiment, sauf si on est dans un milieu particulier. Mais il est difficile aujourd'hui de faire admettre que l'on puisse, que faire du profit, c'est pas forcément au détriment d'eux, que c'est parfois simplement faire grandir sa société, lui permettre de vivre, permettre d'engager des gens, et que c'est ça aussi que ça signifie faire du profit. Ça reste quand même très difficile à faire admettre parce que l'idéal se confronte difficilement à cette idée du profit. Or, aujourd'hui, ça fait partie de ce que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs vont devoir faire en sorte que l'on comprenne ça, que l'on admette, et que ça ne soit pas une idée péjorative. L'entrepreneuriat est un levier extraordinaire de changement. Parce qu'il y a énormément de dynamique, mais il y a une logique économique derrière, il y a une logique de service. Alors nous, on croit que l'entrepreneuriat on va dire, va changer les choses. C'est l'entrepreneuriat qui va changer les choses. Le politique, généralement, il suit. L'associatif, il dépend de donations, il dépend du politique, et ainsi de suite. Alors que l'entrepreneuriat, quelque part, est libéré. À partir du moment où vous offrez un produit ou un service qui résout un problème, qui offre une solution, ça fonctionne. Et c'est ça, en fait, une des tendances principales de notre projet, c'est d'amener les entrepreneurs à penser non seulement leur impact, mais aussi et surtout leur modèle économique. Donc, en fait, on essaie de ramener l'entrepreneuriat à son essence première, qui est de résoudre un problème. Alors ça, on a couvert ça. Maintenant, la question du profit, une entreprise, quand elle a un modèle d'affaires sain et qu'elle génère des profits, elle le fait pourquoi ? C'est pour faire durer son entreprise. La notion de durabilité n'est pas seulement dans l'impact écologique, mais c'est surtout sur la continuité. Quand vous avez un modèle d'affaires qui tourne quelque part, vous payez des salaires, vous embauchez, ainsi de suite. Et nous, on est le parfait exemple. Parce qu'on a commencé notre projet de rien, littéralement, donc avec juste une idée et 0 €. On a dépensé au début plus ou moins 3 000 €. Ça va ?
On a prototypé, donc on avait depuis le début une vision qui était assez grande, assez ambitieuse, mais on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Ouais. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est prototyper le projet. Et donc on a loué l'ancien espace de Solvay Sport à Boisfort. Ouais. Qui était un terrain de tennis, un espace de sport ouvert extraordinaire avec un parc de 5 hectares, et ainsi de suite. Solvay donc se désengager par rapport à ce bien-là. Nous, on l'a récupéré en loyer temporaire, précaire, et on s'est dit, on va lancer le projet et on va faire nos preuves. Pourquoi est-ce qu'un banquier va nous faire confiance et pourquoi est-ce qu'un investisseur, par exemple, va nous faire confiance quand on n'a rien fait? Et donc, on a lancé une balle et on a couru derrière. Et petit à petit, donc, on a développé notre activité, grandi notre communauté, amélioré nos services, ainsi de suite. Et on est toujours à l'écoute des gens cancer. Et donc maintenant, on est à 2700 mètres carrés à Evere, 400 mètres carrés à Arlois, parce que on a toujours fait attention à deux choses, qui est, notre gestion, on va dire, notre modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et pourquoi on le fait, et justement, toute cette thématique-là qu'on couvre, la communauté cancer, et ainsi de suite. Donc on est vraiment... j'aime bien nous considérer comme un exemple vivant que ça peut fonctionner. On peut vraiment joindre les deux bouts, quoi. Effectivement, aujourd'hui, ce sont deux lieux physiques, Transforma Bruxelles. Celui d'Evere est particulièrement bien placé et de très très belles factures et de bonne qualité aussi. On va en reparler. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. On parle de Transforma Bruxelles avec Anis Beda qui est fondateur et gérant, cofondateur, pardon. N'oublions pas votre... Paul Henrichins. Oui, voilà, autant le citer. On le salue évidemment. Depuis 2018, Transforma s'est lancé dans la permaculture sur le site à Evere, c'est ça. L'idée, c'était quoi ? En fait, on a toujours, en tout cas, on a un grand jardin autour du bâtiment. Oui, c'est énorme, le parc où vous êtes. Et c'est couvert de gazon. Oui. Et donc, on n'aimait pas cette dictature du gazon quelque part. On s'est dit, ce serait intéressant d'utiliser cet espace-là pour justement produire quelque chose d'utilisable, de beau utilisable, mais surtout produire du lien quelque part. Et donc, comme on crée un écosystème entrepreneurial à l'intérieur des murs, on s'est dit on va créer un écosystème basé sur la permaculture à l'extérieur. Et donc ça permet en fait d'engager les membres de notre communauté, donc les gens qui viennent travailler tous les jours. Nous, on ne les appelle pas clients, on les appelle membres. Ils sont membres d'une communauté, le staff de Transforma, moi-même, mais aussi tout citoyen qui veut venir mettre la main à la terre et se reconnecter. Et on utilise énormément de parallèles, en fait. Il y a énormément de parallèles entre ce qu'on essaie de faire à l'intérieur et ce qui se passe dans un écosystème naturel. Donc, on a des abeilles, on a créé dernièrement, on a lancé une forêt comestible. Oui. Sur 3 niveaux, donc des arbres fruitiers, puis des arbustes, et au sol, on peut mettre des fraises, plein de plantes. J'en oublie une avec laquelle on fait des tartes qui grandit. La rhubarbe, par exemple. Voilà. Trop forte. Juste sur le geste. Hein. Voilà. C'est ça, la rhubarbe. Oui, c'est vrai, ça magnifique. Et c'est des plantes en fait qui sont très chouettes. Et au lieu d'avoir quelque part une monoculture du gazon, on a une permaculture, donc énormément d'espèces qui vivent ensemble, que ce soit des espèces végétales, mais aussi des insectes qui sont en fin de compte si bien contrôlés, pas si nuisibles que ça. Ça a changé l'ambiance du travail Petit à petit, donc il y a ce qui est très normal. Donc dans toute communauté, tout le monde, on va dire, ne va pas ensemble avec le même rythme. Donc il y a des personnes qui sont plus intéressées que d'autres. Oui. Mais en tout cas, quand il fait beau et quand on sort justement, même manger son sandwich et que on est devant une pergola qui bientôt va être couverte de vignes, de kiwis et de glycine par exemple, il y a un bien-être qui est là, et petit à petit, on va s'intéresser. C'est ça, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est
au lieu de forcer, on amène justement la participation de façon bienveillante. Et ça marche plutôt bien. On l'a déjà observé dans d'autres entreprises. Et donc, ce qu'on essaie de faire, puisqu'on a des ressources quand même qui sont limitées, et au lieu, c'est un choix aussi, on ne veut pas amener une entreprise et dire, voilà, faites-nous un jardin de permaculture, on veut voir l'évolution et voir aussi que ce soit les membres ou les citoyens vraiment y prendre part et collaborer. Et donc, on fait des actions qu'on appelle des transformations. Oui. C'est des journées où on dit, voilà, aujourd'hui, par exemple, on va faire les buts de permaculture. Oui. Donc, nous, on fournit généralement ce qu'il faut, donc la terre, le terreau, le compost, ainsi de suite. Et puis, les gens s'inscrivent et viennent donner un coup de main. Et ils peuvent revenir, et quand il y aura des fruits, des légumes, ils peuvent se servir. C'est open bar. On en oublierait presque qu'on est dans un espace de coworking où on donne aussi évidemment le coup de pouce parfois nécessaire aux entreprises, à l'entrepreneuriat, aux startups et autres, que vous avez ce système d'accompagnement également. L'atelier de prototypage. Et au fond, là où c'est vraiment inédit comme lieu, c'est que vous avez rassemblé énormément de choses qu'on trouve de manière dispersée un petit peu aujourd'hui. Et vous avez réussi à le mettre dans un seul lieu. Et puis vous avez délocalisé une partie dans le centre-ville de Bruxelles. Pas vraiment délocalisé, mais on a créé un pied-à-terre. Oui. Donc en fait, on a fait l'inverse. Généralement, les gens disent « Ah, je vais me mettre au vert, j'ai allé loin ». C'est impressionnant comment le Bruxellois, en fait, il n'aime pas en fait, se déplacer dans sa ville. Donc beaucoup considèrent vert comme étant décentralisé. Oui. Ça, c'est déjà plus Bruxelles. Oui, c'est ça. Et donc, nous, on a le luxe de l'espace à Evere et on peut mettre énormément de choses. Par exemple, l'espace d'entreposage, donc un entrepôt professionnel partagé. Donc, on permet à nos membres d'avoir accès à un service logistique professionnel à partir de 1 mètre linéaire. Donc, s'ils ont une très petite activité commerciale, mais ils ont besoin de stockage, ils ne doivent pas courir dans tous les sens, chercher un garage, ainsi de suite. Ils peuvent travailler de là, avoir leur stockage, mais aussi produire dans l'atelier, et préparer leur packaging. On a des accords avec des services de postage pour avoir de bons prix, d'envoi, de réception, ainsi de suite. Et donc, mais par contre, on est conscient que c'est un peu décentralisé par rapport au centre-ville, au quartier Léopold, et ainsi de suite. Donc on a choisi d'avoir un satellite. Donc pour permettre à nos membres d'aller aussi travailler du centre, et inversement. Ceux qui veulent venir travailler tous les jours, c'est au Lois 42, à Arlois. Donc ceux qui veulent, parce que ça les arrange, de venir travailler de là, peuvent, quand ils le veulent, venir faire leur réunion à Evere ou venir participer aux ateliers de permaculture ou venir juste passer une journée. Donc c'est vraiment créer une multitude d'occasions, on va dire, d'expériences. Voilà. J'ai un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, qui réagit par SMS pour nous dire « Il ne vous manque plus qu'une cuisine collective ». Ça, c'est très, très compliqué à mettre en place. C'est dans le sens, je pense... Cooking, oui, voilà. Oui. Une cuisine à disposition pour de jeunes entrepreneurs. Oui. Il y a un projet comme ça, Anderlecht, qu'on a... on se connaît un peu. Donc, ça s'appelle Cooking. C'est énorme, c'est très, très difficile de mettre en place. Quand on a été à Boisfort, donc dans l'ancien Solvay-Sport, on a voulu lancer ça parce qu'il y avait une cuisine qui était là, parce que c'était un restaurant. Mais c'est très, très difficile à mettre en place. Très, très difficile à mettre en place. Très, très difficile aussi à rentabiliser. Par contre, on a une cuisine. Une cuisine que nos membres utilisent pour manger ensemble tous les jeudis. On fait une auberge espagnole à midi, qu'on appelle Eat and Meat. Très original. Je n'ai rien dit. Salut Genesis, c'est elle qui a trouvé le mot. Et donc là, on cuisine ensemble. Et ça, c'est la cuisine crée du lien. Mais en faire une activité commerciale, ça, c'est très difficile. Compliqué. Il faut aussi être opportuniste par rapport à ce que le bâtiment nous offre. C'est ça. Nous, on avait de l'espace pour mettre un atelier de production sur 2 étages, donc un qui est vraiment concentré sur les objets connectés. Donc on fait de l'électronique, on fait de l'impression 3D, on a plusieurs imprimantes 3D avec qui utilisent différentes matières, différentes techniques. Et
le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, donc l'étage inférieur, est destiné à tout ce qui est production lourde. Donc on peut faire des meubles, on peut faire du métal, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un luxe qu'on a. Et puis, l'entreprise qui était avant nous dans ce bâtiment-là, a construit un entrepôt. Donc au lieu de l'enlever, on va dire, et de repenser l'espace, on s'est dit, on va le garder comme entrepôt, mais on va construire toute une activité autour pour lui donner du sens. On n'a pas d'espace pour créer une cuisine collective. Voilà. On ne sait jamais, peut-être avec un troisième lieu. Un troisième lieu. À Bruxelles. Voilà. Anis, qu'est-ce qui vous motive au quotidien ? Moi, quand j'ai décidé de me lancer au début comme freelance, et puis comme entrepreneur, c'est parce que je manquais d'accomplissement, en fait, au travail. Je suis venu en Belgique, je suis d'origine tunisienne, je suis venu en Belgique il y a 13 ans pour travailler dans une grosse boîte. Et j'avais pas de sens au quotidien, donc j'avais vraiment difficile à m'imaginer dans 10-15 ans. Et donc moi, ce que j'essaie de faire avec les différents projets dans lesquels je suis impliqué, c'est de créer de l'accomplissement. Je veux que les gens autour de moi, et moi d'abord, il faut être égoïste dans ce sens-là, je veux m'accomplir, me réveiller le matin et aller travailler avec le sourire, avec la passion. Et je veux créer vraiment ça autour de moi. Et c'est ça qui me motive, en fait. C'est le jeu. Nous, si vous venez à Transforma, vous allez voir énormément de clins d'œil sur les murs, dans les espaces et tout ça, parce qu'on ne veut pas se prendre au sérieux. On veut créer un projet professionnel qui a un impact sérieux, mais nous, on ne veut pas se prendre au sérieux. On veut vraiment avoir le sourire. Parfois, on nous appelle les gamins, mon cofondateur et moi, parce qu'on est là à rigoler, mais en même temps, on est sérieux. Donc, mais il faut en fait, il faut savoir bien se positionner par rapport aux deux. Ouais, voilà. Faut nous prendre au sérieux, mais nous, on ne se prend pas au sérieux. Je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup, Anis Beder, cofondateur et gérant de Transforma Bruxelles, transformabruxelles.be, transformabxl.be pour être tout à fait exact, pour obtenir toutes les informations. Merci à vous. On ne peut que vous souhaiter bonne continuation. Merci beaucoup. Évidemment. Merci beaucoup.